Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River. C'est mon retour de vacances, mais les émissions ne sont pas arrêtées parce qu'il y a avec moi à mes côtés celui qui est toujours là, l'indestructible Shai Mamou, le Iron Man, c'est comme ça qu'on t'appelle maintenant. Shai, tu as tenu la baraque, alors parfois un coup avec Théo, un coup avec Benjamin, mais aussi souvent tout seul. Tu as assuré des CQFR de champion, hein, le MVP de la rédaction. Shai, ça y est, tu n'es plus tout seul. Pas On t'a mécontent. enfin fait venir un autre joueur, Big Two, pour que tu puisses. Shai, c'était un peu Kate Cunningham dans cette rédaction, entouré d'Isa Livers et je ne sais quel autre, et Isa Stewart. Bon. On a plus de fans que les Pistons, je pense, maintenant. On a une communauté plus. Et pourtant, on n'a pas beaucoup de fans. Donc, pensez à vous abonner et activer la cloche pour que vraiment on puisse narguer les fans des Pistons en leur disant regardez, même notre chaîne, elle est plus suivie que votre équipe. Allez, écoute, enchaînons. Shai, il y avait 9 matchs la nuit dernière. Je te propose qu'on commence avec le match des Spurs. C'était le premier, il était à 19h. Victoire des Cavaliers 117-115. C'était serré jusqu'au bout. Il y a eu un gros match de Victor Wembanyama. Si on considère son temps de jeu limité, il a fini à 24 points, 10 rebonds, 5 blocs, 6 sur 13 au tir, 10 sur 11 au lancer franc. Il est de plus en plus performant. Le plus intéressant, c'est le plus 17, même si pour le coup, il y a quand même un plus 12 sur les 4 premières minutes quand San Antonio est en train de dominer Cleveland. Mais voilà, très grosse prestation de Wembanyama, mais une nouvelle défaite des Spurs, Shai. Ouais, c'est encore un match frustrant. Tu sais, quand tu dis il a fait un bon match, maintenant, enfin, c'est le standard d'un match de Victor Wembanyama. Vu que c'est 25 minutes pour l'instant, c'est toujours difficile de. Moi, j'ai envie de me projeter, de l'imaginer jouer 35, 40 minutes. Donc, c'est toujours, toujours un peu frustrant. Mais bon, ça, on va pas. On le dit à chaque match depuis qu'il y a cette limite de temps. Euh, Il y a, on ressort de ce match avec une impression bizarre, avec quand il est là, c'est San Antonio est évidemment une toute autre équipe. Il remonte un retard quand il revient sur la deuxième partie du match, enfin, en fin de partie. Et il y a cette action qui a été beaucoup commentée. Je pense que tu l'as vu aussi, ce choix qu'il fait de passer le ballon à Jérémy Sohan, alors qu'ils sont revenus à 2 points, et Sohan fait le choix de la passer à Keldon Johnson. Il rate et derrière le sort du match est scellé. Beaucoup ont dit que Victor aurait dû attaquer le panier et continuer sur sa lancée. Et c'est lui qui avait fait revenir les Spurs dans le match. Donc il y a ça qui a été très commenté et qui montre encore que San Antonio est une équipe jeune, imparfaite, tout ce qu'on veut. Et c'est forcément encore frustrant. On se pose des questions. Est-ce qu'ils auraient dû faire ça? Est-ce que lui aurait dû faire comme ça? Je ressors toujours des matchs des Spurs un peu frustré. Je crois que Benjamin aussi, je lisais son article tout à l'heure, son retour sur le match. C'est difficile d'être totalement satisfait, de se dire bah c'est cool, il a fait 25 minutes très très productive, encore un match avec beaucoup de contres, encore un match avec du scoring, mais ça reste frustrant quand même. Ouais, les Spurs sont frustrants à regarder jouer. On en parlait un peu avec Théo en off, donc je vais vous donner un peu le contenu de notre conversation. On se disait, il y a des moments où paradoxalement, donc ils font 2 comebacks avec Wembanyama. Une fois, ils sont menés de 11 points, une fois de 7. À chaque fois qu'ils rentrent, il y a 2 comebacks. Euh, donc quelque part, clairement, c'est une équipe très différente avec ou sans lui. C'est une équipe bien meilleure avec Wembanyama. Et paradoxalement, il y a aussi des moments où ça joue mieux sans lui, parce que j'ai l'impression, en fait, personnellement, que quand Wembanyama est sur le terrain, il y a cette espèce de truc, on doit absolument le chercher, le trouver. Notamment, il y a eu beaucoup de critiques, les moments où il lui passait pas la balle. C'est un truc qui fait le tour d'Internet. J'imagine que ça arrive aussi jusqu'aux joueurs, hein, on va pas se mentir. Sohan, il a été aussi beaucoup affecté par son passage à la main. Alors là, maintenant, il a été libéré de ça, mais il a été souvent critiqué en mode mais il est même pas capable de voir un joueur de 2,24 m, etc. Donc, quand Wembanyama est sur le terrain, les Spurs perdent parfois 10 secondes, j'exagère pas, 10, 12 secondes à essayer de trouver Wembanyama, pas réussir. Et du coup, dès qu'il a la balle, lui, il se dit non, mais attends, enfin, je sais pas si c'est ça qu'il se dit, mais s'il la lâche, clairement, il la reverra pas. Ouais, Ils ont déjà usé trop de il tire, protection. quoi, ouais. Du Ouais. coup, il tire. Et des Mm. fois, il y a des tirs qui sont mauvais. Alors, par contre, Wembanyama, il progresse. Honnêtement, ça se voit, je trouve. Je trouve il est plus fort qu'en début de saison. Je sais que les stats, forcément, comme tu l'as dit, sur 25 minutes. Donc, mais sur 25 minutes, il fait ce qu'il faisait sur 30 à un moment. Mais vraiment, il y a une progression dans l'efficacité et dans tout ce que tu veux. Il commence à prendre je sais pas, la maîtrise de ses pouvoirs, quoi. Il y a un peu ce Mhm. côté-là, donc il est plus fort qu'avant, mais ouais, il y a des moments, il prend encore sa sélection de tir, elle est encore mauvaise par moment, parce que juste il tire en se disant, mais là, j'ai pas le temps, faut que je tire. Alors que quand il est pas là,
notamment, il y a eu des moments dans le deuxième quart-temps. Alors, c'est aussi des moments où Cleveland est revenu, donc ça colle pas en termes de plus-minus, mais ça jouait un peu mieux avec des moins bons joueurs sur le terrain. Quand il y avait Keldon Johnson, Devin Vassell, quand Mbanyama est sorti, il y a des moments, en fait, ça drive and kick, il y a beaucoup plus d'extra passes, il y a plus de mouvements. Donc, je sais pas, voilà. Théo est arrivé à une conclusion que je trouve juste, c'est-à-dire qu'il y a un problème de rotation. Et je me demande encore, on n'a toujours pas le 5 avec. Là, le 5, ça y est, il y a Trey Jones c'est dans le 5. Je pense que ça va mieux se passer de toute façon à partir de là. Les Spurs ont le pire rating de la ligue, mais quand Trey Jones est là, c'est bizarrement. Quand il y a Trey Jones et Wembanyama ensemble sur le terrain, c'est un net rating plus que correct. Donc Trey Jones est dans le 5 avec Jeremy Sohan, poste 4, Wembanyama, poste 5. C'est la logique. Vassell en ailier qui score, c'est tout à fait logique. Par contre, Keldon Johnson qui sort du banc pour mettre Champagny dans le 5. Je ne sais pas si c'est une volonté d'équilibrer, mais ça ne sert à rien d'équilibrer quand de toute façon tu as une équipe aussi faible. Juste mets ton meilleur 5 et au moins peut-être ils vont gagner quelques matchs. Quoi. Parce que là, les rotations, je les trouve encore très frustrantes du côté des Spurs. Ouais, ça va être un peu l'histoire de la saison. C'est l'histoire du début de saison où du coup ça remet en cause Greg Popovich. C'était une des questions qui était posée dans le CQFR du week-end, mais je suis pas encore prêt à remettre totalement en cause Popovich. Je suis pas un expert des rotations, de la pertinence des rotations et tout ça, mais si effectivement il y a des choses qui se voient, c'est pas toujours cohérent ou t'as pas l'impression que c'est ce qui va les faire gagner, mais je pense vraiment que Popovich est dans une approche vraiment de strict développement avec aucun intérêt pour gagner les matchs. On le voit de plus en plus. Hein. Il y a plein de matchs où ils étaient dedans ou proches au score et où du coup il a privilégié une sorte des expérimentations. Et il y a toujours ce côté laboratoire qui se poursuit et je pense qu'il faut accepter que ça va être le cas probablement toute la saison. Et après, il y a une deuxième partie de saison. On va voir si la frustration, elle dure au bout d'un moment entre ce que vont penser les fans, les médias. Au bout d'un moment, peut-être que ça va changer quelque chose, mais je pense vraiment qu'il faut accepter et se résigner un peu à ça. Et dans l'espoir quand même que Victor finisse par jouer plus que 25 minutes, ça va être le cas. Il a dit que son corps entier allait être évalué assez fréquemment. Mais voilà, quand tu le vois 25 minutes, tu as envie de le voir plus et tu te dis forcément qu'ils vont prendre des matchs s'ils jouent plus, c'est obligé. Ouais, tu as raison de noter sur une deuxième partie de saison, tu peux y avoir un vrai shift. En tout cas, pour l'instant, ça fait 5 victoires en 35 matchs et il sera réévalué dans 1 ou 2 semaines, je crois, Victor. Ouais. Juste petite pour les Cavs, Sam Merrill, vraiment un joueur très intéressant. Je tiens à le signaler. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Je les ai envoyé un message hier soir dans le chat. Oh, ils ont trouvé un nouveau JJ Redick. 60e choix de la draft 2020. Franchement, il y a une montée en puissance là sur cette saison et c'est vraiment un joueur qui va gagner du temps de jeu et je pense qu'il va se faire sa place dans la rotation. Ouais. Écoute, on peut parler du derby de Los Angeles avec la victoire des Lakers. Les Lakers, après 4 défaites de suite, ont enfin gagné. Ils ont battu leurs voisins, les Clippers, 106-103. LeBron James, 25 points, 22 points, 10 rebonds pour Anthony Davis. Et voilà, Los Angeles sort un peu la tête de l'eau. Enfin, les Lakers sortent légèrement la tête de l'eau. Ouais, l'atmosphère était quand même vraiment très très pesante avec les déclats de LeBron. Là, c'était même plus du passif-agressif. Hein. Il était totalement déprimé et clairement agacé par les derniers matchs. Il y a eu pendant ces derniers jours les infos sur les dissensions entre Darvin Ham et son vestiaire, les incompréhensions sur les choix, les changements dans le 5, tout ça. Donc il fallait faire quelque chose. Et là, gagner contre le voisin, c'est quand même une bonne chose. Les Lakers ont été plutôt en contrôle. Enfin, en deuxième mi-temps, en tout cas, ils étaient vraiment solides. LeBron a été logiquement moteur. Anthony Davis a été bon aussi. Et ce qui est intéressant, là, pour le coup, les deux, ils sont toujours bons, hein, quasiment depuis des semaines. Ouais. Et c'est aussi ça qui était un peu inquiétant, c'est que tu dis, les deux, ils sont pas blessés, ils enchaînent les gros matchs et ça gagne pas. C'est là que c'était inquiétant. Le problème, c'était les joueurs autour. Et là, en fin de match, tu as Taurean Prince qui marque un panier, le panier qui les fait basculer en tête à un peu plus d'une minute de la fin. D'Angelo Russell qui met quelques paniers aussi en fin de partie. Et là, du coup, ça gagne. Donc, tu te dis que si tout le monde se met au diapason, peut-être que ça va finir par fonctionner. Et LeBron et Anthony Davis restent sur un niveau de performance qui est, pour LeBron, hallucinant à cet âge-là. Notamment le dunk qui va claquer en deuxième mi-temps. Là. Le dunk coast to coast où il traite Paul George comme un plot et il va dunker. Et Anthony Davis, qui est, on touche du bois pour lui, qui est fiable physiquement, il enchaîne les matchs et les bonnes prestations. Il n'y a pas de raison que s'il ne se fixe pas sur une rotation, sur une bonne formule, ça finisse pas par retrouver une régularité dans les résultats, quoi. Ouais, c'est ça, tu as mis le doigt. Je pense que les rotations, c'est clairement le chantier de Darvin Ham. Ils n'ont toujours pas trouvé.
Maintenant, D'Angelo Russell est sorti du 5, Austin Reeves est revenu dans le 5. Enfin, il y a un petit souci sur ça. Ils ne savent pas exactement avec qui jouer. J'ai l'impression que Taurean Prince, lui, oui, effectivement, il a gagné sa place. Donc, ces trois-là, Davis, LeBron et Prince, c'est un peu acté qu'ils seront dans le 5 toute la saison. Mais c'est vrai qu'autour, il y a, en tout cas, sauf transfert, parce que voilà, ça va être une affaire à suivre. Hein. Les Lakers sont à 18-19, 18 victoires, 19 défaites. Pour l'instant, seulement dans le play-in. Donc, il y a possibilité qu'il y ait des mouvements, quoi. Ouais, mais pour moi, tu dois mettre tes trois meilleurs joueurs. Enfin, Austin Reeves, on est d'accord que c'est le troisième meilleur joueur de l'équipe maintenant. Enfin, Ouais. pour moi, ils doivent être là quasiment tout le temps. Et après, autour, tu composes en fonction parfois de l'adversaire ou de ce qui est le plus indiqué par rapport aux qualités de tes trois là. Mais c'est ça qui est un peu compliqué et qu'ils ont du mal à comprendre tous, notamment LeBron, je pense. Et bon, il disait qu'il était sur un siège éjectable, Darvina, mais je pense qu'il a encore un petit peu de temps. Il faut que s'ils arrivent à enchaîner les victoires et qu'ils arrêtent de changer de line-up tout le temps et de rotation, peut-être que ça devrait s'apaiser un peu. Allez, on enchaîne. Les Mavericks ont battu les Timberwolves. Victoire 115-108 de Dallas avec un excellent Kyrie Irving, un très bon Ouais, Luka Doncic aussi. À eux deux, ils ont combiné 69 points, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça. Il y en a 35 pour Kyrie qui a mis 2 paniers à 3 points très importants en fin de match. Il met celui pour égaliser, puis ensuite derrière pour passer devant à 2 minutes de la fin. Donc un très bon Kyrie et une belle victoire assez convaincante des Mavericks. Ouais. Voilà, ils jouaient contre la meilleure équipe, enfin en tout cas contre l'équipe qui est classée numéro 1 à l'Ouest, même si je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe de l'Ouest. Ça va pas durer. On en parlera Ça après, va mais je pas pense que ça va pas durer. durer. C'est une équipe qui commence. On se demandait un peu en début de saison combien de temps ça pouvait tourner pour les Timberwolves. On peut en parler. Shai, c'est une équipe qui est sur 5 victoires, 5 défaites au cours des 10 derniers matchs. Et je les ai regardés un peu jouer justement ces derniers temps. Leur attaque est parfois catastrophique. Et du coup, s'il n'y a pas une immense défense, cette équipe va quand même avoir une vraie difficulté à rester, je dirais, déjà au top de la conférence Ouest, ça me semble évident qu'ils finiront pas premiers. Ouais. Mais je me demande même si pour rester dans le top 2, enfin voilà, il y a quelque chose aux Timberwolves en attaque qui m'inspire pas. Non, t'as raison, là, ça se voit de plus en plus. Là, c'est les derniers, la dernière série de matchs a été plus compliquée, c'est un peu plus poussif. Là, ça s'est vu, la contre Dallas, du coup, c'est le match que j'ai regardé cette nuit. Tout le monde pense que je déteste Kyrie Irving, ce qui est évidemment totalement faux. Je l'ai trouvé vraiment très, très, très fort. Dès le début de match, le mix d'élégance, d'efficacité, de justesse, il a été vraiment fort. Et la fin de match, je t'en parlais tout à l'heure, où il égalise à 3 points juste avant le money time. Il chip un ballon à Rudy Gobert et il en remarque un pour passer devant. Enfin, il a vraiment fait un super match. Meilleur encore que le match de Luka, je trouve, qui parfois a eu un peu de... Bon, il shoot à 12 sur 26, il a fait pire que ça, mais je trouve que Kyrie a vraiment été le moteur de l'équipe et j'ai trouvé excellent. Et là, même le bon niveau défensif global depuis le début de la saison des Wolves n'a pas suffi à limiter ces deux-là. Et tu vois, on parle de l'attaque de Minnesota. Anthony Edwards, il fait ses matchs, là, il marque 37 points. Mais tu as raison, c'est plus dans l'animation générale où tu as l'impression que dans un autre contexte, et là, du coup, je pense forcément aux playoffs parce que bon, là, à moins d'un cataclysme, ils seront quand même plutôt bien classés en fin de saison. Je pense qu'ils ont quand même ce qu'il faut pour avoir l'avantage du terrain. Dans un contexte de playoff, j'ai un peu peur pour eux là. J'étais très confiant parce que leur défense était ultra solide avec autour de Rudy notamment. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir utiliser un peu d'autres ressorts pour que ce soit plus convaincant, tu vois. Ouais, tu parles de contexte de playoff. Cette équipe-là, quand il va falloir jouer quasiment que des possessions demi-terrain, si Anthony Edwards, il n'est pas 4 matchs sur 5 au sommet de son art, ce qui est aussi une possibilité, ça peut être compliqué pour Minnesota. Après, voilà, c'est une équipe qui a des bons joueurs, qui a pas de joueurs faibles. Il y a quand même plein de mecs expérimentés qui ont tous au moins quelques qualités intéressantes. Donc, c'est une bonne équipe. Oui, moi, je pense aussi qu'elle va avoir l'avantage du terrain. Elle ne peut pas descendre. Enfin, voilà, c'est une équipe qui va encore gagner des matchs juste grâce Oui, oui. grâce à sa défense. Les Timberwolves vont finir avec un très beau bilan. Mais effectivement, il faudra voir quel sera l'adversaire en playoff. Il y a des limites sur l'association Gobert-4 en attaque. Hein. Le début de saison canon a fait un peu oublier la potentielle incomplémentarité entre les deux, mais je trouve que là, en attaque, elle se voit. En défense, pas forcément, parce que Rudy Gobert a été immense depuis le début de la saison en défense. Je pense qu'il est plus fort que jamais, beaucoup plus mobile que jamais.
Mais voilà, en attaque, il y a des limites par moment. Tu as raison, l'animation, ça manque d'animation, ça manque de création. Le pire, c'est qu'il y a des. Alors, surtout en début de match, on l'a vu une fois ou deux, mais quand ils arrivent à combiner ensemble sur la relation intérieure-intérieure, t'as Kat qui fait des petits alley-oops pour Rudy, enfin des passes simples. Quand ils arrivent à combiner, ça va. Mais au final, on l'a pas tant vu que ça et ça bouchonne assez rapidement. Yes, allez, on enchaîne avec la victoire du Magic, par exemple. Je te propose. Oh, Yes. ouais, allez, on va commencer par le Magic. Magic qui a battu les Hawks 117-110 en prolongation avec un excellent Paolo Banchero, 35 points, 10 rebonds, 4 passes. Il n'y avait pas Franz Wagner, hein, il n'était pas là et pourtant Blessé, Banchero a tenu la baraque. Banchero qui est excellent en ce moment, vraiment All-Star en puissance. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il sera All-Star. Il est à 32 points de moyenne sur les 10 derniers matchs. Il n'avait pas commencé très fort la saison, mais là, ça commence vraiment à monter en puissance. C'est un joueur que j'adore regarder jouer. Et là, rien qu'en prolongation, il met plus de points à lui tout seul que les Hawks. C'est-à-dire qu'il en met 8 et Atlanta en met 5. Voilà, une nouvelle victoire du Magic qui s'accroche dans le top 4 à l'Est. Ouais, c'est ça. Il y a eu une période où ils ont eu un creux. Là, les 2 victoires les replacent dans le top 4 même sans Wagner, ce qui est quand même pas anodin. Ils ont réussi à gagner ce match en prolongation. Il y a le choix intéressant de mettre Caleb Houston dans le 5. Il a mis 25 points. Il met 25 points, record NBA. C'est que sa 5e titularisation NBA et c'est sa première de la saison. Et il met 7 paniers à 3 points. Il a été vraiment, vraiment très précieux. Et c'est aussi ça le propre des bonnes équipes et des équipes qui sont sur la pente ascendante. On n'a pas des attentes démesurées pour le Magic, mais sortir comme ça des joueurs, les faire monter en puissance en se disant que tu peux compter sur eux après. Voilà, c'est une équipe qui manque de shooting. Donc, quand tu as un type qui arrive et qui peut mettre 7 paniers à 3 points, c'est tout de suite intéressant. Donc, je suis assez content de les voir s'accrocher et pas se dire, bon, bah, on a fait un bon début de saison et puis, bah, si on finit dans le top 10, ça ira bien. Là, ils s'accrochent et ils tiennent franchement bien le coup, notamment grâce à Banchero dont tu as parlé, qui est vraiment excellent. Ouais, Banchero, j'adore. Vrai star, vrai premier choix de draft. Et ça se voit d'ailleurs, il relève la franchise alors que c'est que sa 2e saison, si je dis pas de bêtises. Hein, il est sophomore, Banchero. Il sera All-Star, il n'y a pas de doute. Non, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe à Orlando. C'est pas l'équipe la plus sexy à regarder jouer, mais je vous invite quand même, si vous avez l'occasion, à regarder le Magic. Pour Banchero, et puis c'est une équipe qui défend bien. Il y a de l'énergie, il y a une espèce de vibe très positive à Orlando. Je trouve cette équipe très intéressante. Ouais. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec la performance de R.J. Barrett. On va peut-être aller un peu plus vite sur les derniers matchs. R.J. Barrett qui a mis 37 points pour son 4e match avec Toronto. Toronto, les Raptors ont battu les Warriors. C'est terrible, les Warriors sur ce match. 133-118 pour Toronto. 37 points d'R.J. Barrett. Il a commencé par mettre 11 de ses 14 premiers tirs. Voilà, il finit à 13 sur 25 paniers à 3 points. Il y a un moment, il en met 2 de suite. Enfin bref, il a très très bon match de R.J. Barrett. C'est exactement le visage que j'ai envie de le voir adopter. Je me perds un peu dans les derniers podcasts enregistrés, mais dans les commentaires, j'avais discuté avec quelques-uns de nos auditeurs qui trouvaient abusé le fait que je pense que Barrett pouvait s'épanouir complètement et devenir peut-être un joueur de type All-Star ou un numéro 1 bis à Toronto. Alors c'est un match, hein, je vais pas fanfaronner, mais il a plutôt bien démarré, même si il n'avait pas fait de carton avant cette nuit. Mais c'est exactement le visage de Barrett que je pense on peut voir sur la durée, avec en plus des progrès défensifs dont il est tout à fait capable. Je sais qu'il n'a pas été fantastique de ce point de vue-là ces derniers mois, mais je pense vraiment que ça peut devenir un joueur très complet et qui s'épanouit totalement à Toronto. Là, il a été fort et bon, c'était contre des Warriors totalement déprimants, hein, c'est ça, tu as commencé à l'évoquer. Curry passe complètement à côté de son match en termes d'adresse, il met pas un seul panier à 3 points, il finit avec 9 points. Il est pas dedans en ce moment. Ouais, il n'est pas vraiment dedans, enfin, c'est irrégulier. Et ils ont essayé de faire des choses autour avec Kuminga et Jackson Davis dans le 5, en attendant le retour de Draymond qui est vraiment imminent et qui, je pense, a été précipité par les difficultés de l'équipe. Donc c'est toujours tristouné. Je sais pas quoi dire sur les Warriors, on en a beaucoup parlé. Peut-être que voilà, il faut attendre le déclic, peut-être que le retour de Draymond, un Draymond apaisé, on va dire, peut-être que ça va faire bouger les choses, mais c'est inquiétant, quoi. On parlait de Darvin Ham qui cherche sa rotation, de Popovic qui cherche sa rotation. C'est la même chose pour Steve Kerr. Là, par contre, alors on s'est moqué de moi, j'ai été très souvent très optimiste sur les Warriors. Si le déclic ne vient pas dans les 3 semaines qui viennent, c'est la chute, je pense. Là, cette défaite-là, elle pique vraiment. Tu es à domicile, ils sont à 2-4, je crois, sur leur truc à domicile. Ils ont toute une série de matchs à domicile. Ils en ont perdu 4 sur 6, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup.
Oui, il y a des bons jeunes. Tress Jackson Davis, c'est un bon jeune. Jonathan Kuminga, c'est un bon jeune. Moses Moody, il y a des bons jeunes, mais à un moment, de toute façon, en playoff, tu gagnes pas avec des jeunes. Il faut que ce soit des compléments de ta base et pas eux ta base. Andrew Wiggins est revenu dans le 5. Au final, il joue 17 minutes, il met 3 points. Non, mais il y a pas d'apaisement. Enfin, c'est pas apaisé. Regarde, il y a quoi? Ouais, c'est très tendu. Il y a 48 heures, il y a des leaks comme quoi Kuminga et Moody veulent plus de temps de jeu, sont mécontents de la situation. Enfin, ça Ouais. arrivait jamais ça aux Warriors avant. Il y a personne qui. T'avais Kerr et d'autres et Green qui recadraient les jeunes sans les nommer en disant ouais non mais faut d'abord faire ses armes etc. Mais là t'as carrément ils ont carrément écrit limite à Shams Charania en disant en parlant de leur mécontentement et c'est pas des trucs qui se passent aux Warriors normalement tu vois. Donc il y a trop de choses là dans cette première partie de saison trop chargée en galère en fait. Donc ça peut encore changer évidemment. Il y a du temps mais au bout d'un moment il y a plus de temps. Ouais, t'as raison. Non, c'est le mood en place à Golden State est inquiétant et j'ai l'impression que Stephen Curry en plus est en train. Voilà, ça le pèse. Les Ouais. performances sont pas dingues. Allez, on peut faire en boulettes un peu les matchs. Donc les Trailblazers ont battu les Nets 134-127 avec un très gros match d'Anthony Simons qui est très bon cette saison. Honnêtement, il est Oui. en train de vraiment passer un cap. Dans l'anonymat total, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais 38 points, 11 passes. C'est la star voilà, que les fans des Blazers ont souvent annoncé, même quand Lillard était déjà là. Mais là, clairement, ouais, Anthony Simons, il est vraiment en train de franchir un palier. Il est injouable en attaque. Il y a eu 42 points de Michael Bridges, mais bon, ça a rien donné pour Brooklyn qui s'incline après prolongation. Autre match, les Pelicans ont battu les Kings. Celle-là, elle est terrible aussi pour Sacramento. Ouais. Sacramento qui a pris une piquette infernale à domicile. Ils ont été menés de 50 points. Au final, ils ont perdu de 33, 133 à 100. Il n'y avait même pas Zion en face pour New Orleans. New Orleans qui tourne d'ailleurs très bien en ce moment. 5 victoires sur les 6 derniers matchs. D'Aaron Fox qui a mis 3 points. Il a 1 sur 10. 1 sur 10, ouais. Ouais, c'était une soirée cauchemar pour Sacramento. T'imagines, tu vas voir ton équipe à domicile. Tu te dis, oh, c'est bien, il n'y a pas Zion en face. Ça va être un peu. Puis tu vois ton équipe qui est menée de 50 points. Ouais, dans un match important. Enfin, important. Donc, ah ouais, un concurrent semi-direct, quoi. Exactement, c'est un concurrent et c'est assez incompréhensible. Les Kings, parfois, moi, c'est une équipe que j'aime toujours bien regarder. Ils sont 5e, top 5 à l'ouest. Je veux dire, c'est plus que respectable, mais ils ont ces espèces de matchs qui traversent parfois. Un peu à l'image de Fox, en fait. Pardon. Oui. Non, t'as raison, ils sont dépendants de leur leader. C'est ça. Ça lui arrive, lui, d'avoir des. C'est pour moi ce qui fait un peu la différence. Je sais qu'il est parfois cité dans les discussions MVP, et en tout cas, je comprends pourquoi on veut mettre son nom, mais je trouve que, voilà, même si j'aime beaucoup ce joueur, hein, j'aime beaucoup le regarder jouer, ultra rapide, il a progressé au tir, sa sélection de tir est meilleure qu'avant, il prend plus de 3 points que jamais. Alors, j'ai pas la stat exacte, mais là, il prend beaucoup plus de 3 points, là où parfois il avait tendance à prendre des longs 2 points qu'il ne met pas. Voilà, il a passé un peu le cap que John Wall a eu du mal à passer. Par contre, ouais, il a des moments où il s'éteint, quoi. Il n'a pas la régularité, je sais pas, de certains comme Tatum, etc., les espèces de superstars absolues de cette ligue. C'est un petit truc qui lui manque. Et ouais, là, les Kings ont pris une énorme piquette. Victoire des Nuggets contre les Pistons, 131-114. Jamal Murray, 37 points. 16 passes pour Nikola Jokic qui a pris que 3 tirs. Il a pris que 3 tirs en 25 minutes. Il a eu le temps de faire 16 passes décisives. Il a vraiment, tu sais, c'est pas genre le match où il galère un peu avec le shoot et tout. C'est juste, il s'est dit non, aujourd'hui, je tire pas. Je vais faire que des passes et ça suffit. Juste pour les Pistons, la mauvaise nouvelle, en plus de la défaite, c'est la blessure de Cade Cunningham au genou, entorse du genou. Alors, a priori, il devrait revenir, mais il peut manquer quelques semaines, peut manquer quelques matchs. La bonne nouvelle pour Killian Hayes, c'est que du coup, lui, il aura du temps de jeu. Il a joué 25 minutes après la blessure de Cade Cunningham, qui a disparu de la rotation. Ils vont pas forcer pour le faire revenir. Hein. C'est comme sur cette saison, à mon avis. Il a vu comment c'est parti. Je suis pas sûr qu'ils forcent, qu'ils prennent des risques avec lui. Mais ouais, et juste pour revenir sur Denver rapidement, tranquillement, ils sont en train de revenir vers la première place. Ils sont à hauteur de Minnesota. Il y a encore OKC qui traîne un peu derrière eux. Je pense que voilà, juste en bref, la hiérarchie de l'Ouest va changer prochainement et on va avoir peut-être Denver, OKC, Minnesota. Et je vois plus Minnesota finir 2 ou 3e que premier. Ouais, pareil, je suis assez d'accord avec toi. Dernier match, je crois que j'ai parlé de tous les matchs. On a vécu tous les matchs sauf le Memphis Suns. Victoire des Grizzlies sans Ja Morant contre le Big Three des Suns. Il y avait Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker. C'est presque un mini-événement quand il y a les trois ensemble. Et là, du coup, ils ont perdu. Ils ont perdu contre les Grizzlies avec un très bon match de Jaren Jackson Jr. qui est bien meilleur qu'en début de saison.
Ouais. Je sais qu'en début de saison, on a fait des matchs à 40 et quelques points, mais au final, il est bien meilleur quand même. C'était dans le vide, ça servait à rien. Ouais. Là, depuis que Morant est revenu, ils sont tous les lieutenants sont vraiment meilleurs. Même Bane, il y a plus besoin de mettre des cartons, mais c'est plus pertinent ce qu'ils font tout simplement. En fait. Ouais, cette équipe a retrouvé son âme. Alors, victoire 121-115 des Grizzlies. Voilà, Les Suns doivent jamais perdre ce match. Hein. Ouais. Au-delà de l'absence de Morant, ils ont 11 points d'avance dans le 4e. Ils ont pas l'air d'être en danger. Et ils lâchent Un complètement comeback l'affaire. terrible. Ah ouais, jamais ils doivent le perdre. Au-delà du fait qu'il y ait le Big Three ou pas, même juste avec 2 des 3, ça devait suffire. Une équipe sans Morant en face, même si ça se bat un peu plus. Ils étaient à domicile, je dis pas de bêtises. Oui, ils sont à domicile. Et puis le bon détail, c'est le moment où normalement ça colle avec leur style de jeu. Quoi. Tu joues des pauses. Là, il y a des 1 contre 1. Dans les meilleurs joueurs de 1 contre 1, c'est dingue de perdre ce match. C'est interdit. Quand il y a les 3, les phases offensives, c'est relativement fluide, c'est fort. Tu te dis, wow, ils vont être durs à gérer, mais par contre, ils n'ont pas le droit de faire des trucs comme ça. Je crois que Booker se fait un peu mal en plus. Je me demande si au prochain match, on va pas encore ne pas voir les 3 ensemble et on va continuer de voir des duos, des binômes. Faudrait qu'à un moment, ils arrivent à enchaîner ne serait-ce que 5 matchs ensemble. C'est pas possible. Enfin bon. Ouais, c'est une saison délicate. C'est une saison bizarre de Phoenix. Il y a des moments où tu sens un vrai potentiel dans cette équipe, mais au final, en termes de résultats, ça ne suit pas trop et puis ils sont jamais vraiment complets. Enfin bref. Ouais. Voilà pour aujourd'hui. Il y avait pas mal de matchs. On se retrouvera évidemment demain. Demain, on fera un nouveau CQFR tous les deux. Et cet après-midi, il y aura un podcast sur la chaîne Basket Session. Donc, n'hésitez pas à checker. Si vous aimez les contenus longs, on rentre plus en détail sur un sujet. On sera là à 3 avec Théo. Et n'hésitez pas tout au long de la semaine à nous envoyer vos questions, bien évidemment, à l'adresse que vous connaissez, CQFR@rivers.gmail. Et en plus, @gmail.com. Et en plus, tu as appris l'adresse pendant. Je viens de me planter, je viens de cafouiller dessus quand même, mais non, attention, j'ai bossé dur là. Eh bah écoute, impec. Allez, écoutez, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao.